Éric Baratet, donc je suis historien, j'enseigne à l'université de Lyon et je travaille donc sur l'histoire des relations entre les hommes et les animaux, essentiellement entre XVIIe siècle et XXe siècle, jusqu'à nos jours à peu près. Alors en fait, cette démarche d'historien sur les animaux, je l'ai conduite depuis déjà un bon moment, une trentaine d'années maintenant. Et à l'époque, ça a été un peu fortuit, c'est-à-dire je cherchais un sujet pour entreprendre une thèse de doctorat. Et subitement, si je puis dire, l'idée m'est venue de travailler sur les animaux. À l'époque, il y avait très peu de choses de fait. C'était juste le début des études en matière d'histoire, de sociologie, milieu des années 80. Et donc je suis parti là, j'ai choisi un sujet de thèse donc consacré à l'Église et les animaux, comment l'Église représente, évoque et utilise les animaux. Et je suis parti de fil en aiguille comme cela jusqu'à nos jours. Alors le travail évidemment a beaucoup changé en 30 ans. Au début, je me suis intéressé à ce qu'on peut appeler les représentations humaines, ce que j'appelle maintenant l'histoire humaine des animaux, le versant humain de la relation homme-animal, c'est-à-dire comment les hommes se représentent les animaux, qu'est-ce qu'ils en disent, comment ils les utilisent, etc. Donc j'ai commencé par ce travail sur l'Église et l'animal entre XVIIe et XXe siècle, où j'ai essayé de voir donc l'évolution du discours clérical sur l'animal, ne pas en faire un discours figé comme les théologiens ou les philosophes peuvent avoir la tentation de faire, mais au contraire bien montrer la dynamique de ce discours, la dynamique des pratiques, et montrer qu'il n'y a pas finalement de position figée, contrairement à ce qu'on veut souvent croire en pensant que le christianisme, c'est telle ou telle position. En fait, les choses évoluent beaucoup dans le temps, et elles évoluent encore beaucoup plus fortement de nos jours. Il suffit de penser aux positions récentes du pape François, à son encyclique sur l'écologie, où il revient très profondément sur les positions de l'Église vis-à-vis de la nature et des animaux. Donc j'ai commencé avec ça, puis je me suis intéressé aussi avec une collègue de l'Université de Lyon, Elisabeth Ardouin-Fugé, à deux phénomènes que l'on avait appelés un peu à l'époque des phénomènes carrefour, des phénomènes en lieu clos, où l'on pouvait finalement voir, dans ce lieu clos bien précis, on pouvait voir ce qui se passait au niveau société. Et donc on s'est intéressé à la corrida, alors pas en tant qu'aficionado, mais vraiment en tant qu'historien, parce que c'est un phénomène assez étonnant. Qu'est-ce qui pousse les gens à venir voir dans une arène un taureau être mis à mort? Donc on s'est intéressé au discours, à la mise en place de cette corrida, à ses évolutions, au changement petit à petit des interprétations, à la montée des oppositions. Et finalement, c'est un phénomène qui symbolise presque les relations de la société occidentale avec le monde animal. Un peu après, on s'est intéressé aux jardins zoologiques, à l'histoire des jardins zoologiques entre XVIe et XXe siècle. Et là aussi, pour montrer la dynamique, l'évolution de ces jardins, donc depuis leur mise en place avec les villas princières des XVIe siècle, et puis avec la ménagerie de Versailles, qui est vraiment le premier jardin zoologique, et puis leur transformation progressive jusqu'à nos jours. Et là aussi, c'est un phénomène qui symbolise tout le rapport de l'Occident au monde sauvage, parce que ces jardins ont beaucoup évolué dans leur configuration depuis le XVIIe, XIXe siècle, où on laisse les animaux dans des cages petites, des cages à barreaux, où on veut vraiment montrer l'animal comme une capture, jusqu'aux zoos actuels, où au contraire, on essaye de retracer finalement les territoires dans lesquels il vivrait. Donc ça a été cette première époque de ces travaux-là, des années 90. Et puis dans les années 2000, je suis passé à l'histoire de la condition de ces animaux, dans
un certain nombre d'ouvrages, notamment dans un ouvrage qui s'appelle Et l'homme créa l'animal, donc Histoire d'une condition, où là j'ai essayé de faire un panorama de la préhistoire jusqu'à nos jours, de l'évolution de cette condition animale en fonction évidemment des thèmes, en fonction des situations, et de montrer donc que la condition animale évolue évidemment beaucoup avec le temps, qu'on n'est pas, et surtout sortir d'un discours qui était très prégnant à l'époque, notamment venant des ethnologues, des sociologues, où il y aurait eu une situation presque intemporelle, inchangée de la domestication, des origines de la chasse jusqu'à peu, et que le grand changement aurait été les années récentes, enfin depuis les années 50. C'est un discours qui néglige évidemment le changement historique, alors que le changement historique est très important depuis la préhistoire. Il est incessant parce que les civilisations bougent, les sociétés bougent, leurs conditions changent, et donc les environnements changent, et les animaux qui sont emmenés dans cette civilisation ont des conditions qui fluctuent beaucoup. Et donc ça a été la deuxième étape de cette condition animale, et la troisième étape, ça a été le point de vue animal. Alors le point de vue animal a été finalement un gros changement dans mes recherches. Il vient d'une constatation que j'ai faite dans les années 2000, après avoir déjà un peu publié, avoir un peu mûri. Ça faisait une vingtaine d'années que je travaillais le sujet. Et j'ai constaté un peu que finalement, ce que j'avais écrit, sur ce que j'avais travaillé, on savait beaucoup de choses sur les humains, et on ne savait pas grand-chose sur les animaux. Et il m'a semblé qu'il y avait un déséquilibre, puisqu'on je travaillais, beaucoup d'autres personnes, des historiens, des philosophes, des ethnologues, etc. aussi. J'ai eu l'idée qu'il y avait un déséquilibre entre l'homme et l'animal dans cette histoire de la relation entre les hommes et les animaux. Et que finalement, on ne travaillait que sur ce que j'appelle maintenant le versant humain de cette relation homme-animal, et qu'on avait laissé de côté le versant animal. Alors en grande partie, à cause des documents. Les philosophes travaillent sur des documents écrits par des hommes, les historiens aussi, les ethnologues vont enquêter auprès des humains. Donc naturellement, comme nous sommes en sciences humaines, nous nous sommes intéressés au discours humain. Mais la deuxième idée qui m'est venue à cette époque-là, c'est que comment peut-on avoir une véritable histoire des relations homme-animal si on ne va pas voir le côté animal, pardon. Et l'idée, c'est que sans doute, ça doit rejaillir sur ce discours humain. Et donc, on ne peut pas avoir faire un véritable constat, un véritable bilan de ce discours humain, de ces utilisations humaines, de ce versant humain, si on ne va pas voir de l'autre côté. Et donc, l'idée, ça a été de passer sur le versant animal, de prendre le point de vue animal et de voir ce qui se passe pour mieux comprendre la relation entre les hommes et les animaux. Alors ça a commencé donc avec ce livre paru en 2012, donc Le point de vue animal, une autre version de l'histoire, qui a été un peu à la fois un manifeste, un discours de la méthode, montrer comment on pouvait faire pour passer de l'autre côté et prendre le point de vue géographique de l'animal, se mettre à côté de lui pour essayer de voir ce qu'il vit, voir le point de vue psychologique pour essayer de voir ce qu'il ressent. Et l'idée, c'était donc d'utiliser ces documents, les documents que j'avais, les documents historiques, ou en chercher d'autres, et de les croiser avec ce qu'on sait actuellement en matière de physiologie, de vétérinaire, d'éthologie, de toutes les connaissances concernant les animaux. Alors je dis bien croiser, pas contrôler, parce que les gens de l'époque, les gens de telle et telle époque, du Moyen-Âge, du XIXe siècle, connaissaient des choses que nous ne savons plus, puisque les conditions ont changé, et inversement, nous savons des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc il ne faut pas imposer un savoir sur l'autre, mais croiser ces deux points de vue, et finalement on se rend compte qu'on trouve beaucoup de choses, et qu'on voit beaucoup de choses. Alors dans le point de vue animal, je m'étais intéressé aux vaches laitières, aux chiens de compagnie, aux chevaux de mine, aux taureaux de corrida.
et aux animaux dans la Première Guerre mondiale. Et donc ça m'a permis de montrer que c'était possible de faire cette histoire. De cet exemple des animaux dans la guerre, j'en ai fait un livre ensuite, Bêtes des tranchées, des vécus oubliés, qui est paru en 2013. Où là, j'ai pris tout l'exemple du front ouest, de toutes les armées engagées dans le front ouest, pour voir, alors pas simplement comment les animaux ont été utilisés dans cette guerre, c'est ce que font beaucoup d'historiens amateurs, au bon sens du terme, qui se sont intéressés au sujet depuis une vingtaine, une trentaine d'années, notamment dans les pays anglo-saxons. Mais j'ai voulu voir qu'est-ce que ça entraînait pour les animaux, ce type d'utilisation, qu'est-ce que ça créait comme vécu de leur côté. Donc j'ai rassemblé des témoignages du genre témoignages d'anciens combattants, témoignages de vétérinaires, articles scientifiques de vétérinaires, photographies, etc. Et pour voir un peu comment ces animaux ont vécu. Et donc je suis parti, le plan que j'ai adopté dans le livre, c'est de partir des réquisitions de ces animaux, leur transport jusqu'au front, ce qu'elles vivent au front en fonction de leur utilisation, et puis jusqu'à les blessures, la réforme ou la mort, et pour terminer par le souvenir des soldats et le souvenir des anciens combattants après la guerre, où finalement ce souvenir s'est constitué et puis il a disparu, on l'a oublié, et il n'est revenu que depuis une vingtaine d'années, on se remet à penser aux animaux dans la guerre, évidemment, et ce qui en dit beaucoup, là aussi, sur le changement de notre regard sur le monde animal. Et la troisième étape, elle est tout à fait récente avec ce livre donc, qui vient de sortir, qui vient de paraître sur les biographies animales. Alors c'est un livre en fait auquel j'avais pensé avec le point de vue animal. J'avais écrit 2 biographies que je voulais mettre dans le point de vue animal. Et puis l'éditrice n'était pas très emballée, donc je les ai enlevées en me disant j'en ferai un livre plus tard. Et donc c'est ce livre-là. L'idée c'est de finalement dans le point de vue animal ou dans les bêtes des tranchées, j'avais pris le point de vue animal mais de groupe. Et là, l'idée, c'était d'aller plus loin et de voir ce qui se passe du côté d'un individu pour aller plus loin encore dans le point de vue du ressenti, le point de vue psychologique, si on peut dire. Et donc, j'ai choisi une dizaine d'animaux. Alors, je les ai choisis, en fait, pour bien faire comprendre, je les ai choisis non pas en fonction de mon centre d'intérêt primordial, mais en fonction des documents. Parce qu'il faut avoir des documents où il y ait des indices sur ce point de vue animal. Si celui qui écrit ne parle que de lui, par exemple, ou se contente de parler des relations entre les hommes et cet animal-là, ou la manière dont le public se comporte, etc., ça ne donne pas d'indices. Donc il faut trouver des documents où il y ait suffisamment d'indices, où la personne, finalement, ait suffisamment regardé l'animal, et est témoigné avec suffisamment d'appropriation. Et en croisant ces documents avec le savoir éthologique, le savoir zoologique actuel, eh bien on arrive à voir beaucoup de choses. Et donc j'ai fait dans ce livre 4 parties. Une première partie, c'est comment reconstituer des vies, par exemple avec la girafe de 1827 qui arrive à Marseille, qui va ensuite à Sabot, de Marseille à Paris, puis qui va finir sa vie au Jardin des Plantes, eh bien on a des textes de naturalistes qui permettent de voir ce qui se passe de son côté en croisant cela avec le savoir actuel sur les giraffidés. Et on voit comment elle arrive à survivre, ce qui n'est pas le cas de toutes les girafes à l'époque. Elle survit assez longtemps, parce qu'elle a un tempérament particulier, parce qu'il y a des circonstances particulières, et qu'elle vit donc cette expérience d'une manière tout à fait individuelle, tout à fait singulière. Et c'est une espèce de rencontre entre elle, représentant les girafes, et puis les Français qui la rencontrent et qui représentent finalement le monde occidental. Et puis dans une deuxième partie, j'ai voulu aller essayer de faire ressentir les ressentis, c'est-à-dire essayer de vraiment donner le point de vue psychologique, se mettre presque dans l'animal, en prenant par exemple
le cas du taureau Islero qui a vaincu Manolete en 1947, hein, c'est le taureau le plus célèbre de la corrida. Donc c'était un tout petit taureau peureux, fuyant, qui n'avait pas du tout envie de combattre, qui était aussi presbyte, et donc qui, lorsqu'il arrivait près des hommes, ne voyait plus rien, et se mettait à jeter ses cornes dans tous les sens, qui en faisait un taureau très dangereux. Puisqu'un bon taureau pour les aficionados, pour le torero, c'est le taureau qui va tout droit, évidemment. Si le taureau se met à encorner dans tous les sens, il est imprévisible, et si il passe près de vous, il devient très dangereux. Et donc, toute la corrida d'Islero est déterminée par cela, et donc Manolete le fait profondément châtier, c'est-à-dire blesser pour l'affaiblir, et il le croit tellement affaibli qu'au moment de l'estocade, il fait une faute professionnelle, il ne met pas sa cape de côté, il la laisse devant lui, et malgré ce qu'il croit, le taureau réagit, lève la tête et il encorne le torero. Autre exemple dans ces biographies, troisième partie, ça a été d'essayer de reconstituer des époques. Puisque l'idée, c'est à partir du moment où on passe du côté des animaux, et ben ces animaux ont une histoire, exactement comme les humains. Pas forcément une histoire qu'ils déterminent eux-mêmes, mais qu'ils vont vivre. Et là, j'ai pris le cas de 2 chimpanzés importés en Occident. L'un qui s'est retrouvé dans un zoo à Manchester, l'autre dans une famille américaine dans les années 20. Et donc, j'ai essayé de me montrer comment ces animaux avaient vécu cette expérience, avec des points communs très forts, parce que c'est une période, la période 1850-1950, où on veut humaniser les singes. On pense que comme on veut occidentaliser les autres populations des autres continents, il faut humaniser certaines espèces, et notamment les grands singes. Et donc ça fait une condition et une histoire tout à fait particulière. Et puis la dernière partie, c'est l'idée de penser les générations animales, puisqu'il y a une histoire des animaux, que les animaux vivent profondément. Cette histoire change génération après génération, et là j'ai pris le cas des chiens de compagnie, avec 4 époques, pour montrer comment la condition des chiens, le vécu des chiens avait changé, entre milieu 19e siècle, où la plupart des chiens sont des chiens errants. Donc j'ai pris l'exemple d'un couple de chiens errants à San Francisco, et puis ensuite, comment petit à petit, on est passé à de plus en plus de chiens de compagnie, et comment ces chiens de compagnie eux-mêmes ont changé. Parce qu'on ne se comporte pas de la même manière avec eux, on ne leur demande pas la même chose, et donc ils nous accompagnent finalement, et leur comportement change petit à petit, ce qui fait que le chien de compagnie actuel n'est pas le même que le chien de 1850, par exemple. Alors la distinction entre le domestique et le sauvage a beaucoup évolué, évidemment. Hein, rien n'est figé dans cette affaire. Si on prend par exemple le discours religieux qu'il a beaucoup pensé, et notamment dans le christianisme, hein, on s'aperçoit que ça a varié malgré ce qu'on pourrait croire, parce que beaucoup de gens pensent que tout est figé par le discours de la Genèse, par le discours de la Bible. Et en réalité, la Bible, elle s'interprète de manière très différente selon les époques. Alors, si on prend la Bible elle-même, si on prend la Genèse, et notamment les premiers livres de la Genèse, l'animal est un animal sauvage, puisqu'il est au paradis terrestre, il sert finalement à tenir compagnie à l'homme, hein, et il est considéré comme une créature tout à fait valable, même si Dieu crée aussi Ève en plus pour tenir compagnie à Adam. Il n'y a pas du tout, ça n'est pas du tout péjoratif vis-à-vis des animaux. Et la distinction entre les animaux sauvages et les animaux domestiques ne va venir que plus tard, après le péché originel, après le déluge. C'est à ce moment-là que Dieu ordonne presque aux hommes, à Adam et à Ève et à ses successeurs, de se mettre à travailler la terre, de faire l'élevage, de devoir finalement travailler pour survivre, ce qui n'était pas le cas
avant le péché originel. Et évidemment, là, il y a une distinction très forte qui va se mettre en place et qui va faire croire, d'ailleurs, pendant très longtemps, jusqu'au XIXe siècle, qu'il y a deux catégories bien distinctes, les animaux sauvages, les animaux domestiques, que Dieu aurait prévu dès le départ. En fait, non, c'est beaucoup plus successif, il n'y a pas ce caractère figé. Et les animaux sauvages, ensuite, dans la religion, vont servir un peu de manière très ambivalente, c'est-à-dire à la fois, ce peut être des modèles, on voit très bien ça dans les vies des saints, qui ont ponctué toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire du christianisme jusqu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Ces vies des saints qui étaient très importantes pour les populations. Beaucoup de populations connaissaient mieux les vies des saints, ou au moins de quelques saints, que l'histoire sainte, l'histoire biblique elle-même. Et dans ces vies des saints, l'animal sauvage peut servir de modèle pour les hommes, c'est-à-dire qu'on pense que Dieu a créé des animaux instinctifs, qui font toujours les mêmes choses, et ce qu'ils font a été voulu par Dieu, donc on peut les prendre comme modèle. Et vous avez par exemple dans un des best-sellers du XVIIe siècle, qui est l'introduction à la vie dévote de François de Sales, vous avez quasiment un exemple animalier par page, où pour telle ou telle attitude morale, eh bien, il faut ressembler à tel ou tel animal sauvage qui va donner l'exemple. Donc ça, c'est le côté positif, donc d'animaux sauvages comme modèle, d'animaux sauvages aussi qui viennent aider les hommes de Dieu, notamment les saints, ou qui viennent aider tel ou tel apôtre, tel ou tel prophète, qui l'aident dans leur mission. Et ça a commencé d'ailleurs avec Jésus-Christ, puisque le Christ et ses parents fuient lors du massacre des saints innocents, ils partent avec un âne. C'est la fuite en Égypte, ou alors, lorsque Jésus rentre à Jérusalem, il est aussi monté sur un âne. Donc il y a des animaux qui sont là pour aider. Alors là, il n'y a pas de frontière entre animal domestique et animal sauvage, mais il y a beaucoup d'animaux sauvages qui interviennent pour aider tel ou tel personnage, tel ou tel homme de Dieu. Et puis, alors, par contre, le troisième rôle, c'est le rôle négatif de l'animal sauvage. Alors, c'est un rôle négatif, en fait, qui va s'imposer petit à petit. Alors, c'est vrai qu'il y a l'exemple du serpent, du péché originel, mais dans le texte de la Genèse, il n'est pas dit que le serpent représente le diable. Ce n'est qu'à la fin, dans les derniers livres de l'Ancien Testament, que les derniers auteurs de l'Ancien Testament vont faire le lien en disant « le serpent, c'est le diable ». Et à partir de là, évidemment, un certain nombre d'animaux sauvages vont devenir des animaux négatifs. C'est négatif parce qu'ils se placent du côté du démon, négatif parce qu'ils vont entraîner les hommes dans de mauvaises actions. Et là, ce sont évidemment les serpents, les animaux agressifs, le loup, le lion, etc. Même si en Europe, on ne connaît pas de lion, il n'y a pas de lion. Il n'empêche, le lion, par exemple, va devenir un élément très négatif comme étant l'animal qui est souvent, pas tout le temps, mais qui est souvent entraîné par le démon. Et donc cette utilisation de l'animal sauvage va durer jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Et au XVIIe siècle, il y a une forte rupture, d'abord dans le protestantisme, puis dans le catholicisme, où les églises vont vouloir abandonner cette utilisation des animaux, et notamment cette utilisation des animaux sauvages. Et vous avez par exemple, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, des critiques très violentes vis-à-vis de François d'Assise. François d'Assise qui avait par exemple pacifié le loup de Gubbio, l'avait transformé d'animal agressif, l'avait transformé en animal pacifique. François d'Assise qui s'était adressé aux oiseaux, aux grenouilles, etc., pour les sermonner, pour leur porter la bonne nouvelle, comme cela est demandé d'ailleurs dans les évangiles. Et ces exemples-là sont mal vus par l'Église à partir du XVIIe siècle, l'Église protestante ou l'Église catholique, et on va les enlever
du bestiaire, on va les enlever des histoires des saints pendant en gros jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et c'est à cette époque-là qu'on voit apparaître aussi la notion d'animal nuisible, que le christianisme va reprendre à son compte. Ce n'est pas le christianisme qui l'invente, mais il le reprend à son compte. Animal nuisible qui n'était pas du tout dans les têtes des Occidentaux jusqu'au XVIIIe siècle. Parce que même un animal que l'on dit nuisible maintenant, c'est-à-dire qui va s'en prendre aux hommes, qui va faire des dégâts vis-à-vis des hommes, ces animaux-là, on pensait que s'ils le faisaient, c'est qu'ils avaient été commandés par Dieu. Donc ils n'étaient pas nuisibles. S'il y avait une attaque d'insectes, un fléau venant des loups, attaquant les moutons, etc., l'idée, c'était pas du tout que c'était des animaux nuisibles, c'était des animaux envoyés par le démon avec l'autorisation de Dieu. Donc ils avaient un rôle religieux, ils ne servaient pas à rien. Et c'est au XVIIIe siècle que va s'imposer l'idée d'animaux nuisibles, c'est-à-dire finalement qui ne servent à rien. À partir du XVIIIe siècle, on ne sait plus à quoi sert un serpent venimeux vis-à-vis de l'homme. Donc, d'où les programmes d'extermination. On ne sait plus à quoi peut servir un loup, d'où la volonté d'éradiquer les loups. Et là, on a un changement évidemment de la catégorie d'animal nuisible qui va être repris par l'Église catholique et les églises protestantes et qui va être repris en fait dans tout le monde occidental. Et le dernier grand changement, c'est finalement au XXe siècle, où là on voit bien, à la fois dans le discours religieux, mais aussi dans tout le discours social, il y a un phénomène de revalorisation de l'animal sauvage à partir en gros des années 1950. Et là, c'est une nouvelle représentation du monde sauvage qui se met en place, et on revient à l'idée que finalement, ce monde sauvage, il est naturel, il est normal, et il faut que l'homme le respecte. Alors les raisons religieuses ne sont plus au premier plan, mais elles sont quand même toujours présentes. Dans l'encyclique sur l'écologie, le pape François, justement, développe tout un discours religieux qui doit aboutir à une vision écologique. Et d'ailleurs, le pape François dit qu'il faut revenir au message de François d'Assise. D'ailleurs, il n'en fait même pas une possibilité, il en fait une obligation. Et donc, au fil des siècles, on voit bien que la catégorie animal sauvage, ou ce qu'on y met, la manière dont on se la représente, évolue beaucoup avec le temps. Alors, les procès d'animaux, c'est un phénomène qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, avec des précédents bibliques, puisque dans les évangiles, Jésus maudit des cochons qui reçoivent des âmes de damnés, et ces cochons sont envoyés dans le lac de Tibériade, donc il y a une espèce de jugement qui est fait par Jésus. Et puis on a des histoires de saints, notamment, qui se mettent à juger tel ou tel animal. Et donc ce sont ces précédents-là qui vont créer l'idée de développer des procès dont les traces datent à peu près, les premières traces, 13e, 14e siècle. Alors il y a des procès à la fois vis-à-vis d'animaux domestiques en ville, d'animaux qui créent des accidents, c'est souvent ça. Qui renverse une personne ou qui tue un cheval, un cochon qui renverse quelqu'un, voire qui peut le faire mourir en le renversant. Donc on a l'idée de juger ces animaux-là. Et puis il y a aussi ça concerne aussi les animaux sauvages, et notamment tout ce qui est insectes ravageurs des récoltes, et qui détruisent les récoltes, par exemple les vignes, les arbres fruitiers, etc., ou même les blés. Alors on trouve à la fois des insectes volants ou alors des vers dans la terre, mais tout ça est mélangé dans l'idée d'animaux insectivores, enfin d'animaux plutôt qui gâtent les récoltes. Et là aussi, on va faire des procédures juridiques. Alors du côté des animaux de compagnie qui ont déclenché des accidents, ce sont plutôt des procédures civiles. Ce qui veut dire quand même... ça veut dire qu'il y a un jugement, il y a un avocat pour l'animal, etc. Ça veut dire qu'on considère que
l'animal fait partie d'une certaine communauté. Et cette idée de communauté, on la voit bien développée avec les procédures vis-à-vis des animaux sauvages, notamment des insectes ravageurs, parce que là, la procédure, elle est souvent ecclésiastique, elle est souvent religieuse. Et il y a là aussi un procès, mais un procès où on ne va pas, par exemple, décider de punir le cheval ou le cochon, puisque ce n'est pas le cas, là ce sont des insectes. On va décider de les sanctionner par la procédure d'excommunication. Et on voit se développer des procès d'excommunication au XIVe, XVe siècle, notamment dans l'Est de la France, en Suisse, en Allemagne. Et procédures d'excommunication qui veulent donc dire qu'on considère que ces animaux font partie de la communauté de l'Église, puisque l'excommunication, c'est sortir un être vivant de la communauté de l'Église, et en fait, il en meurt, hein, il est renvoyé dans le néant, il n'a plus d'avenir, et même après sa mort. Mais ça veut dire donc qu'il y a l'idée d'une communauté des vivants, ou plutôt une idée de communauté des créatures de Dieu. Et à partir du moment où il y a cette communauté de créatures, on peut utiliser des procédures et on peut utiliser des sanctions religieuses. Et donc on voit très bien se développer des phénomènes de procès, là aussi avec avocats, un avocat pour les hommes, un avocat pour les insectes, dans le cas des insectes ravageurs, et l'avocat pour les insectes, donc défend la cause des insectes. Alors ce que demandent souvent les parties civiles, c'est pas la mort des insectes, mais c'est que les insectes se déplacent, ils aillent ailleurs, dans le village des voisins, mais pas chez soi. Et si les animaux n'obtempèrent pas, à ce moment-là, on peut développer la procédure de l'excommunication, qui aura pour effet, si elle réussit, de faire mourir les animaux. Mais cela ne peut réussir que si les hommes se repentent eux-mêmes. Et ça, c'est un point très important dans la mentalité de l'époque. Et avant qu'il y ait exorcisme ou excommunication, la paroisse, par exemple, qui va demander la procédure, va devoir faire des processions dans les champs, va devoir développer des messes, va devoir se mettre beaucoup plus en prière qu'autrefois, parce qu'on considère que ces insectes ravageurs ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour des raisons religieuses. Ils ont été envoyés par le démon, voire par Dieu, pour punir ces êtres humains-là qui sans doute n'ont pas été assez croyants, pas été assez pratiquants. Et donc, il y a vraiment une relation de donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on ne peut faire partir, voire on ne peut excommunier et tuer ces animaux que si l'on se transforme soi-même. Ce qui là aussi montre bien qu'il y a un lien profond dans l'idée de créature de Dieu, de communauté des créatures de Dieu. On ne peut pas sacrifier l'un comme ça gratuitement. Il faut que les autres fassent quelque chose. Alors, ces excommunications duraient jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, et puis au XVIIe siècle, le haut clergé, notamment du côté des évêques, va considérer, là aussi sous la critique des protestants, va considérer qu'on ne peut plus utiliser l'excommunication pour des animaux. Et là, on a tout l'effet du cartésianisme, la théorie de l'animal-machine, cette espèce de rupture très profonde qui se met en place au XVIIe siècle entre l'homme et la nature. Et donc, les théologiens de l'époque vont considérer qu'on ne peut pas excommunier un insecte ou un troupeau d'insectes parce qu'il n'a pas la raison, il ne sait pas ce qu'il fait, etc., etc. Et donc, on nie là l'idée de communauté des créatures de Dieu. Et à la place, ce clergé va vouloir développer l'idée d'exorcisme. Et là, l'exorcisme, c'est plutôt l'idée que ces animaux sont manipulés par le démon. Et donc l'exorcisme a pour but de faire sortir le démon de ces insectes, le faire partir, le démon. Et à ce moment-là, les insectes qui ne seront plus possédés iront ailleurs. Ou si ils ne veulent pas aller ailleurs, mourront d'un coup parce que Dieu permettra qu'ils meurent, puisque ce sont des insectes agents du démon.
Et ces exorcismes vont durer jusqu'au XVIIIe siècle. On en trouve, par exemple, dans le diocèse de Besançon, dans plein milieu du XVIIIe siècle. Et puis après, ils disparaissent à la fin du XVIIIe siècle, parce que va s'imposer, même dans l'Église, la notion d'animal nuisible. Donc, il n'y a même plus de procédure à faire. Il y a à exterminer ces animaux. Alors, à l'époque, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on voit très bien comment cet abandon des exorcismes et cette notion d'animal nuisible va permettre, par exemple, à la fin du XIXe siècle, le développement des insecticides, c'est-à-dire où là, on veut réduire, faire disparaître telle ou telle population animale parce qu'on considère qu'elle ne sert à rien, et au contraire, même, elle est négative, elle est nuisible pour nous. Alors la notion d'animal nuisible, on la voit apparaître seconde moitié du XVIIIe siècle. On voit apparaître le terme de nuisible qui n'existait pas auparavant. On le voit nettement à la fois chez des philosophes, chez des théologiens, mais aussi dans les populations du diocèse de Besançon qui demandent des exorcismes d'animaux. La plupart demandent parce qu'elles n'ont pas ce concept d'animal nuisible. Et puis on voit une ou deux demandes par-ci par-là, c'est encore très minoritaire, on est dans les années 1760, mais quand même au niveau des campagnes, quelques populations qui disent qu'ils sont en face d'animaux nuisibles, qu'il faut exterminer. Il y a cette volonté-là. Elle va se cristalliser à cette époque aussi, parce que l'époque voit se développer un très fort anthropocentrisme. Notamment, je pense par exemple à Bernardin de Saint-Pierre, qui explique dans les années 1780 que le melon est découpé en segments pour permettre à l'homme de pouvoir le découper plus aisément. On trouve chez Buffon l'idée que le chien est né pour servir l'homme directement, etc. Le cheval aussi. Il y a vraiment cette idée que toute la nature a été configurée pour le bien de l'homme. C'est pas une nature qui aurait été configurée pour le plaisir de créer des animaux, ce qui pourrait être une vision religieuse, la création de Dieu. Mais là, c'est vraiment, tout tourne autour de l'homme. Et à ce moment-là, évidemment, les animaux qui ne tournent pas bien autour des hommes, qui empêchent l'humanité de bien fonctionner, qui l'entravent, deviennent des animaux nuisibles. Et pour cela, il n'y a plus qu'une solution, c'est l'extermination. Et ça va se développer encore au XIXe siècle. À propos des animaux sauvages exotiques, ça c'est un mot d'ordre qu'on voit dans tout le XIXe siècle, on le voit même chez les membres de la SPA, ce qui est tout à fait étonnant maintenant pour nous. L'idée, c'est qu'un bon animal sauvage n'a que deux solutions. Soit il se met au service de l'humanité, d'une manière ou d'une autre, et à ce moment-là, on le garde, soit, s'il refuse, il est exterminé. Mais l'idée de conserver des animaux sauvages dans leur milieu, les laisser vivre tels qu'ils vivent, paraît totalement aberrant pour les hommes du XIXe siècle. Donc on pousse très loin le finalisme humain, le finalisme de la nature. L'animal est fait pour l'homme. Ça va extrêmement loin et ça va se développer d'une manière très forte dans les populations, parmi les populations, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et là, il y a le rôle fondamental de l'école primaire. L'école primaire, on le voit très bien dans les manuels du primaire, dans les leçons de l'époque. L'école primaire inscrit définitivement, enfin jusqu'à nos jours, définitivement pour un siècle en gros, cette idée de animal nuisible, animal utile, en fait presque une catégorie naturelle. Il fait qu'on ne peut pas penser autrement. Et ça dure jusqu'à la fin du XXe siècle. Et c'est pour ça que les affrontements actuels portent souvent sur cette idée de nuisible utile, et notamment d'animal nuisible, parce que d'un côté, il y a ceux qui déconstruisent la notion en disant mais ce n'est qu'une notion historique, et puis d'autres pour qui c'est vraiment un mode opératoire pour penser la nature, et que la nature est bien distinguée entre
animal nuisible utile ou mauvaise herbe et bonne herbe, on le fait aussi pour la végétation. Alors les jardins zoologiques sont presque une vitrine de notre rapport aux animaux sauvages et du rapport des Occidentaux aux animaux sauvages, puisque le jardin zoologique actuel est inventé en Occident entre XVIe et XVIIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas auparavant des espèces de jardins zoologiques, notamment à l'époque antique, on en trouvait en Égypte, on en trouve en Chine à la même époque, mais le concept actuel date vraiment du monde occidental autour du XVIe siècle. Alors, il naît dans l'aristocratie italienne, française, au XVIe, XVIIe siècle. C'est évidemment un effet des grandes découvertes, du développement du commerce mondial, qui fait qu'on va amener des espèces que l'on ne connaissait pas, ou dont on avait entendu parler, mais qu'on n'avait pas vu réellement depuis au moins l'Antiquité. Et ces animaux vont arriver de plus en plus nombreux à partir du XVIe siècle et jusqu'au siècle après siècle. Le nombre d'animaux augmente parce que le commerce augmente. Et évidemment, ces animaux à l'époque sont des animaux quand même rares, même s'ils sont plus nombreux, ils sont rares, ils sont chers. Et en fait, ils sont achetés par la grande aristocratie, l'aristocratie princière, voire l'aristocratie royale en Occident. Ce sont des animaux très rares, très précieux, et qui donnent donc qui symbolisent le rang extraordinaire du maître. Celui qui possède un animal exotique, venant d'Afrique, d'Amérique, etc., finalement, c'est aussi extraordinaire que de détenir le tableau d'un grand maître ou une statue antique, etc. Et ces animaux vont être considérés comme de véritables pièces de collection que l'on va exposer. Alors, lorsque ce sont des animaux morts, empaillés, on les expose dans les cabinets d'histoire naturelle. Et lorsqu'ils arrivent encore vivants, eh bien, on les expose dans des ménageries que l'on invente donc à l'époque. Ce sont des espaces près des grands palais princiers ou des grandes villas à Florence, à Rome. Et on les montre donc. Le but, c'est pas de les détenir pour l'intérêt de la détention. Le but, c'est de pouvoir les montrer au public. C'est un élément, évidemment, de statut nobiliaire. On montre comme ça que l'on appartient à un monde tout à fait extraordinaire. Et ces animaux, donc là, ont un statut d'objet de collection, d'objet de curiosité. La notion de nuisible n'est absolument pas là, évidemment. Et même des animaux sauvages que l'on va qualifier ensuite de féroces, par exemple des panthères, des lions, etc., sont vus au XVIIe, XVIIIe siècle comme des objets de curiosité que l'on va même promener. Il y a à Versailles, à la fin XVIIe, XVIIIe siècle, des aristocrates qui se promènent avec des petits lions, des léopards, des panthères. Alors évidemment, lorsqu'ils sont petits, après on s'en débarrasse, mais il y a la volonté de montrer que ce sont des animaux tout à fait précieux que l'on promène avec soi pour dire son caractère extraordinaire. Et cette notion d'objet de collection va s'estomper à la fin du XVIIIe siècle, essentiellement sous l'influence des explorateurs, des chasseurs, dans les pays exotiques, qui vont imposer l'idée d'animaux féroces. Alors pas évidemment pour tous les animaux, mais pour certains animaux, ils vont imposer cette idée d'animaux féroces, ce qui leur permet évidemment de justifier la chasse à ces animaux. Par exemple, en Afrique, la chasse au lion va être imposée par ces chasseurs. Et on va voir se développer donc l'idée d'animaux féroces dans les années 1780-90, et ça va vraiment s'implanter au XIXe siècle. Et les jardins zoologiques vont ainsi, comme ça, distinguer deux types de populations animales. Les animaux apaisés, les animaux sympathiques, qui sont souvent des herbivores,
qui sont souvent des animaux qu'on pense vouloir avoir des contacts avec les hommes, hein, des animaux pacifiques avec lesquels les relations peuvent se mettre en place assez facilement, la girafe, l'éléphant, l'antilope, etc. Et même il y a tout un discours disant que ces animaux veulent même se mettre au service des animaux. Ils ont envie d'être domestiqués, apprivoisés, domestiqués. Et on voit se développer des programmes d'acclimatation et de domestication au XIXe siècle, notamment sous l'impulsion d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui va justement développer ce pan de l'idée du XIXe siècle, un animal sauvage, soit il s'acclimate et il se domestique, soit on l'extermine. Là, c'est le premier pan. Donc ça concerne essentiellement des herbivores. Et puis le deuxième groupe dans les jardins zoologiques, ce sont les animaux féroces, souvent des animaux carnivores, et alors non pas qu'on extermine, mais que l'on va vaincre. Hein, soit on les extermine sur place, soit on les capture, on les soumet, et on les emmène en jardin zoologique. Et là, on va montrer à la population qu'on a finalement dominé et vaincu ces animaux féroces. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point cette idée d'animal féroce se répercute même dans l'architecture des jardins zoologiques, puisque ces animaux-là, on va les mettre dans des cages et on va doubler, tripler les barreaux, à la fois pour des raisons de sécurité pour le public, mais aussi parce qu'il se développe une espèce de peur de ces animaux. Il y a tout un discours sur la fuite de ces animaux qu'il faut absolument empêcher, parce qu'ils sont absolument terribles. Et en même temps, ces doubles ou triples rangées de barreaux rassurent aussi le public, parce qu'on montre comme ça, c'est le symbole même de la victoire sur l'animal sauvage. Et alors ces animaux-là, évidemment, on n'a pas besoin de leur donner un grand espace, hein. Au contraire, même le lion dans sa cage et avec double rangée de barreaux, un lion qui peut à peine tourner dans sa cage, ben c'est justement l'image même du prisonnier, hein, celui qu'on a vaincu, et il n'a besoin que de ça. Hein. Et alors cette vision-là va durer jusqu'à l'entre-deux-guerres, voire le milieu du XXe siècle, ça dépend des pays en Occident. Et c'est à partir de l'entre-deux-guerres, début 19e siècle, 1907, 1910, mais surtout dans l'entre-deux-guerres, qu'on va voir se développer une autre conception de l'animal sauvage qui va illustrer notre conception actuelle. Alors ça commence en 1907 avec un personnage tout à fait étonnant qui s'appelait Karl Hagenbeck, qui était à la fois directeur de cirque, voyageur, chasseur, importateur d'animaux, et qui en 1907 décide de fonder un jardin zoologique tout à fait nouveau à Stellingen, près de Hambourg. Et en fait, ce zoo lui sert, comme il est marchand d'animaux, lui sert un peu de base de... Comment dire, il fait venir les animaux d'Afrique, il les tient là quelques mois avant de les revendre dans d'autres zoos ou dans des cirques. Et il a l'idée de changer totalement la mise en scène et d'enlever notamment le maximum de barreaux pour mettre une mise en scène tout à fait nouvelle, qui est celle du XXe siècle, c'est-à-dire avec un fossé, non plus des barreaux entre le public et l'enclos de l'animal, mais un fossé empêchant l'animal de s'enfuir, hein, un fossé suffisamment large pour que l'animal ne puisse pas sauter, et représenter l'enclos d'une manière beaucoup plus vivante, beaucoup plus réelle, que ce ne soit pas une simple cage, mais on va, ça a été le cas du jardin zoologique de Vincennes, par exemple à Paris, dans l'entre-deux-guerres, on va représenter une grande scène avec des éléments de rochers, une végétation, etc. Et l'idée, finalement, qui naît là, c'est de représenter les animaux dans leur univers sauvage. Autrement dit, on inverse totalement le paradigme. Ce ne sont plus les animaux sauvages qu'on amène en Europe, qu'on domestique ou que l'on soumet. Ce sont les animaux sauvages que l'on va voir chez eux. Et c'est un véritable succès, que ça commence donc à Stellingen, mais le modèle va se répandre très rapidement partout, à Rome, à Londres, à Paris avec Vincennes, et ça attire littéralement les foules,
parce qu'on vient voir les animaux tels qu'ils sont dans la nature. Alors évidemment, ce sont des décors artificiels, comme tous les décors de zoo, notamment les décors de Stellingen ou de Vincennes, ce sont des décors très bétonnés, avec des faux rochers en béton. 30 ans, 40 ans plus tard, le public ne sera plus sensible à ça, au contraire, ne verra plus que le béton. Mais à l'époque, au moment de l'inauguration, le public est absolument fasciné. Il a l'impression, par exemple, pour l'enclos des éléphants ou l'enclos des lions, il a l'impression d'être en Afrique. Et tous les jardins zoologiques vont jouer là-dessus jusqu'à nos jours, depuis un siècle. Ils jouent sur ce renversement total, c'est-à-dire que le jardin zoologique devient le territoire des animaux, le territoire sauvage des animaux. C'est presque une ambassade des pays lointains, un îlot de ces pays lointains dans lesquels on vient. Ça n'est plus du tout des animaux importés en Occident. Et c'est finalement le public qui se déporte et qui va voir les animaux tels qu'ils sont. Et alors à partir de là, évidemment, s'est greffée toute l'idée qui va s'imposer dans la seconde moitié du XXe siècle, l'idée qu'on ne peut plus montrer un seul animal, un seul lion, un seul éléphant. Ça convenait très bien aux gens du XIXe siècle. Ils venaient voir l'animal vaincu, il n'y avait pas besoin d'en voir 36. Par contre, là, avec cette nouvelle idée, on voudra voir au moins, par exemple, une famille, et puis ensuite une véritable tribu ou une société pour voir les animaux tels qu'ils sont, justement, dans la nature. Et ça va obliger les jardins zoologiques à se transformer petit à petit. En plus, il y a l'accusation de zoo-prison qui naît à la fin du XIXe siècle. Et donc cette accusation, cette volonté du public de voir les animaux tels qu'ils sont dans la nature va obliger à transformer très profondément les jardins zoologiques. Et le jardin zoologique de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours, c'est un jardin qui, au contraire, donc, va beaucoup végétaliser, va augmenter la taille des enclos, va avoir des animaux, au moins 5 ou 6 animaux, voire un clan entier, parce qu'on se met à parler de la sociabilité animale, etc. Et donc la condition de l'animal sauvage, là, change radicalement. Et on veut des animaux qui évoluent naturellement, comme ils évolueraient dans la nature. Alors c'est évidemment factice. Il y a évidemment, comme tout jardin zoologique, une mise en scène. Un jardin zoologique, c'est un théâtre des animaux sauvages. Mais tout de même, il y a un retournement dans la mise en scène là, qui est absolument remarquable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a affaire à de véritables animaux sauvages. Il y a des jardins zoologiques aux États-Unis. Lorsque les orang-outans, le soir, sortent de leur enclos pour aller dans non pas dans leur cage, mais dans leur espace de nuit, eh bien, on leur donne des iPads pour qu'ils ne s'embêtent pas. Et donc là, on a un choc total entre l'animal sauvage qui doit se comporter d'une manière sauvage devant le public, parce que le public vient voir un animal tel qu'il serait dans la nature. Et puis, lorsque le spectacle est terminé, l'animal sauvage, l'orang-outan, il préfère prendre son iPad. Et ils sont très bons pour les logiciels de jeu, les logiciels de dessin. Et il faut s'attendre un jour ou l'autre à recevoir un mail d'un orang-outan de tel ou tel jardin zoologique. Il faudra apprendre à lui répondre. Mais on voit là qu'il y a un divorce entre conditions réelles et conditions voulues qui est très fort et qui dit beaucoup sur notre vision du monde sauvage, mais aussi sur toutes les contradictions que nous avons dans cette vision du monde sauvage. Oui, la notion de point de vue animal, on la voit bien germer dans les jardins zoologiques. Finalement, on la voit apparaître avec les premières critiques sur les jardins zoologiques, fin 19e, début 20e siècle. Et ces premières critiques, on les trouve dans les archives. Il y a les directions des jardins zoologiques reçoivent des lettres de la part des visiteurs leur disant « la condition de tel ou tel animal est scandaleuse ». Il est en prison, il est malheureux,
il ne peut pas faire ce qu'il veut, etc. Autrement dit, on voit bien que la population commence à prendre le point de vue de l'animal, se dire mais est-ce que cet animal est bien tel qu'il est? Et évidemment, ça va se développer petit à petit, et la science de renfort qui va pousser à cela, c'est évidemment l'éthologie. L'éthologie qui naît à la fin du XIXe siècle, hein, c'est l'école de Darwin. L'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. Et évidemment, pour expliquer le comportement des animaux, Darwin et ses disciples vont jusqu'à faire de la psychologie animale et à essayer donc de prendre le point de vue animal. Et tout ça donc va se rassembler, c'est les critiques d'un côté, l'obligation de prendre en compte l'éthologie de l'autre, va faire que, essentiellement à partir des années 40-50, on va de plus en plus se demander comment transformer les jardins zoologiques et faire en sorte qu'ils soient mieux adaptés à l'animal, à sa condition, à son point de vue, etc. Alors, dans un premier temps, ça va essentiellement passer par de la végétalisation, par comment dire, essayer de trouver un décor qui convienne mieux à l'animal. Ensuite, ça va se faire par les activités. On va se dire que l'animal doit avoir besoin d'activités, et donc on va mettre en place des jeux, on va mettre en place les phénomènes de recherche de nourriture, on cache la nourriture pour que l'animal la cherche, etc. Donc il y a bien cette idée, petit à petit, de se mettre à la place de l'animal, de voir dont l'animal a besoin pour, évidemment, qu'il apparaisse en meilleure forme, pour qu'il soit en meilleure forme, pour que la mortalité diminue, parce qu'elle reste très importante jusqu'aux années 1960-1970. Donc tout ça va se conjuguer pour obliger à prendre en compte ce point de vue. Et effectivement, ça peut arriver à des situations que l'on voit apparaître dans les jardins zoologiques américains dans les années 60-70, du phénomène inversé, c'est-à-dire ce sont les animaux qui sont entre guillemets en liberté dans de très grands enclos et les hommes qui sont canalisés par exemple dans des passages vitrés ou dans des passages grillagés, hein, et on vient voir l'animal tel qu'il est, on le regarde tel qu'il est, on essaye de comprendre comment il vit, ce qu'il a envie, etc. Et l'homme, au contraire, c'est lui qui se retrouve finalement encagé, entre guillemets. Hein, et puis, il y a effectivement ces dispositifs les plus récents où on essaye d'éloigner l'homme pour qu'il n'y ait pas de stress du côté de l'animal, puis qu'il puisse se comporter comme il en a envie, ou de faire en sorte qu'il puisse développer sa vie telle qu'il le voudrait, quitte à ne pas forcément pouvoir le voir du côté du public. Alors ça a ses limites, parce que, évidemment, si on laissait faire les animaux sauvages, si on prenait vraiment leur point de vue, il faudrait quasiment éliminer les visiteurs. Donc dans un jardin zoologique qui est quand même fait pour être visité, on voit bien qu'en fait c'est un espèce de compromis qu'il faut trouver entre la nécessité du public qui veut voir quand même des animaux, et souvent d'ailleurs qui veut les voir rapidement. Hein, s'il faut trop attendre, s'il faut trop chercher, ça peut assez vite lasser le public. Et la nécessité aussi de prendre le point de vue de l'animal et donc lui donner des parcours, lui donner des retraites où il pourra se cacher du public un moment quand il le décidera, quand il le voudra, etc. Mais il y a quand même cette idée de point de vue animal est tout à fait là. Et elle travaille, on voit bien qu'elle travaille toute la société occidentale, et c'est même plus large que ça, c'est finalement un revirement de la société occidentale globalement, hein, par rapport aux autres populations humaines. On n'a plus à imposer un mode de vie, mais à respecter leur mode de vie. Eh bien, on veut faire la même chose vis-à-vis des animaux. Alors, prendre le point de vue animal, ça a deux buts. C'est d'abord essayer de comprendre des êtres vivants qui s'avèrent, l'éthologie le montre de plus en plus.
des êtres extrêmement riches en capacités et extrêmement précieux. Ce sont des êtres qu'on ne retrouve pas sur les autres planètes jusqu'à maintenant. Et donc, déjà apprendre à les connaître. Et puis le deuxième but, c'est de mieux comprendre la relation que nous avons avec eux. C'est-à-dire sortir de l'idée que dans la relation homme-animal, il n'y aurait qu'un acteur, l'homme, et un objet passif, l'animal, et que la relation n'irait que dans un sens de l'homme vers l'animal, l'homme imposant finalement la relation qu'il veut. En fait, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes, qu'on a bien deux acteurs, avec chacun leur spécificité, et que la relation, elle va dans les deux sens. Et que l'animal influence l'action de l'homme et influence sa relation. Et donc c'est ça, prendre le point de vue animal. Alors évidemment, le grand danger, c'est de plaquer le point de vue humain sur le point de vue animal, faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire humaniser l'animal. C'est évidemment le grand danger. C'est ce qu'on appelle aussi l'anthropomorphisme de projection, c'est-à-dire qu'on regarde un animal et on va projeter sur lui sa manière de voir, la manière humaine de voir le monde, et en projetant, par exemple, en se disant, il agit comme ça, donc il agit comme moi, donc il doit fonctionner de la même manière. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme de projection, qu'il faut évidemment éviter, parce qu'en réalité, c'est dénier la spécificité de l'animal qu'on va avoir devant soi. Il y a deux autres anthropomorphismes qui sont beaucoup plus intéressants, que maintenant les éthologues utilisent de plus en plus fréquemment. C'est l'anthropomorphisme de questionnement, c'est-à-dire l'homme a telle ou telle capacité, telle ou telle faculté, est-ce qu'elle n'existe pas, d'une manière ou d'une autre, chez telle ou telle espèce animale, d'une manière semblable à l'homme ou d'une manière totalement différente. On sait par exemple que certains animaux qui n'ont pas de cortex cérébral vivent quand même la souffrance et la douleur, alors qu'on croyait que souffrance et douleur ne pouvaient être assumées que par des êtres ayant un cortex, un néocortex. Eh bien, on sait maintenant que ça peut être assumé par d'autres organes. Donc on a bien la même fonction, mais faite différemment. Ça, c'est l'anthropomorphisme de questionnement. Comment ça se passe chez l'autre? C'est comme ça chez moi, comment ça se passe chez l'autre? Et puis, il y a maintenant, on est conscient d'un anthropomorphisme de communauté. C'est-à-dire qu'avec des espèces très proches de nous, on peut se dire que là, l'anthropomorphisme peut être intéressant, même peut-être une explication valable. Par exemple, avec les chimpanzés, puisque nous sommes très proches biologiquement, eh bien, l'anthropomorphisme peut devenir un élément d'explication. On fait, hommes et singes font les mêmes gestes, ont les mêmes comportements, eh bien, ça peut devenir intéressant, juste, d'appliquer le même raisonnement. Et maintenant, les primatologues n'ont plus honte d'employer ce genre de procédé, en le contrôlant, évidemment, en le vérifiant, en le contrôlant. Et puis, il peut y avoir un anthropomorphisme aussi de communauté avec des espèces pour lesquelles nous avons pris l'habitude depuis très longtemps de vivre. Et c'est le cas des chiens. L'école hongroise d'éthologie canine, qui est une école remarquable, sans doute la première, la plus importante au monde, considère que depuis 40 000 ans au moins que nous vivons avec des chiens, il y a eu un phénomène de coévolution. Donc nous sommes biologiquement différents, mais nous avons appris à vivre ensemble, et donc nos comportements se sont rapprochés. C'est ce qui fait que nous nous comprenons. Nous nous comprenons relativement bien. Les chiens nous comprennent relativement bien, et nous les comprenons relativement bien. Et ils ont fait des expériences, par exemple, sur des propriétaires de chiens, et ils ont montré que le propriétaire comprend bien 60 à 70% des comportements de son chien. Ce qui est pas mal. Est-on sûr de comprendre plus de 70% d'un ami, d'un conjoint ou d'autres populations humaines? On sait à quel point les ethnologues ont du mal à se mettre dans la peau, justement, de prendre le point de vue des autres sociétés humaines. Donc cet anthropomorphisme de communauté, il est important, mais c'est un anthropomorphisme qui peut être valable, mais limité à quelques espèces avec lesquelles nous vivons en communauté, soit communauté biologique, soit communauté de vie, de conditions.
Alors, évidemment, il faut éviter l'anthropomorphisme de projection, mais ça, on peut maintenant relativement bien le faire en étant exigeant avec soi, hein, en critiquant bien les documents, les témoignages que l'on a, en croisant avec le savoir éthologique actuel. On arrive à comprendre, alors pas, si je prends l'exemple de la girafe de 1827, qui va de Marseille à Paris à pied, et pour lesquels on a des témoignages de naturalistes, eh bien on voit des choses. Alors peut-être que 30% de ce qu'elle a vraiment vécu, de ce qu'elle a vraiment ressenti, il n'empêche que ça permet de comprendre beaucoup plus de choses que si on reste sur le versant humain. On comprend beaucoup mieux comment et pourquoi elle a survécu, par exemple, comment elle a pu s'adapter, et puis on comprend mieux aussi les gestes humains, et on comprend mieux notamment les phénomènes d'incompréhension, d'adaptation réciproque, d'interaction, d'ajustement petit à petit, comment les uns et les autres se rapprochent, se comprennent ou ne se comprennent pas, et comment ça évolue dans le temps. Et ça, c'est très intéressant parce que ça enrichit fortement la relation hommes et animaux, et ça nous permet de voir des choses auxquelles on n'aurait absolument pas pensé si on était resté sur le point de vue humain. Prendre le point de vue du taureau dans la corrida permet justement de complexifier la corrida, l'analyse de la corrida, de sortir aussi de la simple réception des discours des aficionados. Il y a à mon avis, trop de chercheurs en matière de corrida, du côté des sociologues, des ethnologues, qui sont trop prisonniers de ce discours. Et en prenant le point de vue animal, on peut justement s'éloigner de ce discours et avoir une vision beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche de la corrida. Si on prend le cas de la corrida d'Islero, donc ce taureau qui est très célèbre parce qu'il a blessé mortellement Manolette en août 1947, eh bien, on a des photographies de cette corrida. On a aussi quelques articles de presse parus les jours d'après qui racontent un peu cette corrida. Ça donne des indices pour se mettre du côté de ce taureau. Et manifestement, on voit bien le choc entre la lecture du public et la lecture, si on peut dire, du taureau lui-même, entre les deux points de vue. Et finalement, on fait une corrida, c'est trois corridas superposées. Et prendre le point de vue animal, ça permet de le montrer. Il y a la corrida du public, avec son discours, ses réactions, etc. Il y a la corrida du torero, qui n'est pas forcément celle du public, parce que le torero, il se vit avant tout comme un professionnel qui n'a pas envie de mourir ou d'être blessé, et donc il va avoir des dispositifs qui ne sont pas forcément ceux partagés par le public. Et puis il y a la corrida du taureau. Et ce sont ces trois corridas qui se superposent, qui se juxtaposent, qui se rejoignent quelquefois, mais qui sont souvent diverses, qui forment le tout. Et si on regarde que la corrida côté public, on ne comprend qu'une partie des choses. Et donc on voit bien, par exemple, lorsqu'Islero rentre dans l'arène, c'est un taureau, un petit taureau. Il a eu les cornes coupées, limées un peu avant. C'est une pratique qui se développe à l'époque parce qu'on met en place une corrida de près. Mais une corrida de près, c'est plus dangereux que la corrida ancienne. Et donc les toreros qui ne veulent pas mourir, contrairement à ce que peuvent dire les aficionados sur l'égalité des chances, etc., vont faire couper les cornes et limer les cornes. Ça trouble l'estimation des distances chez le taureau. Ça donne des cornes moins longues, donc moins dangereuses. Et puis, ça peut dissuader aussi un taureau de les utiliser parce que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour l'animal, puisque tout ça est fait à vif. Donc, ce petit taureau Islero qui rentre dans l'arène, il y a d'abord une perturbation totale. Il arrive dans quelque chose de totalement inconnu. Il faut penser au bruit, il faut penser aux odeurs, il faut penser à l'aveuglement de la lumière. Il est resté plusieurs heures dans l'obscurité.
Donc il est totalement perturbé, il se met au centre de l'arène, comme beaucoup de taureaux perturbés. Et lui, il y a des taureaux qui vont réagir d'une manière plus forte, en fonçant par exemple, non pas parce qu'ils sont agressifs, mais parce qu'ils veulent s'enfuir. Et puis lui, par contre, vu sa condition de petit taureau fuyant, il ne sait pas trop quoi faire, il reste au centre. Ça va obliger l'équipe à le provoquer beaucoup plus qu'on ne l'aurait fait pour un autre taureau. Et donc il ne charge qu'à la dernière minute, que lorsqu'il se sent obligé de réagir à l'attaque. Pour lui, ce sont des attaques de prédateurs. Hein. Nous, on voit ça comme un jeu contre un taureau furieux. Il faut renverser la perspective. Lui, le taureau, c'est un herbivore qui a la réaction de l'herbivore face à un prédateur. Donc il va se mettre à charger qu'à la dernière minute, et non pas pour attaquer, mais pour repousser le danger. Et c'est là que l'équipe devine qu'il est presbyte, parce que lorsqu'il arrive près des caps, il se met à frapper dans tous les sens, tout simplement parce qu'il tombe dans le flou. Il voit trouble lorsqu'il arrive près de l'objectif. Et évidemment, ça donne un taureau très dangereux, parce qu'il peut se mettre à encorner à gauche, à droite. On ne sait pas, il n'est pas prévisible. Et là, on voit bien les trois réactions. Pour le torero et son équipe, ça donne un taureau dangereux. Il va falloir le torérer d'une manière particulière. Pour le taureau, il se retrouve handicapé, évidemment, lorsqu'il arrive contre les obstacles. Et le public, lui, va très mal réagir. Il plaque sa vision des choses, sa corrida, et ce taureau va se faire huer comme étant un taureau lâche, un taureau truqueur, qui n'est pas un bon guerrier, qui n'accepte pas le combat, parce qu'on plaque sur le taureau une lecture guerrière de la corrida, et donc on va le huer parce qu'il n'est pas un taureau franc, un bon taureau agissant comme un vrai guerrier brave et valeureux, devrait aller tout droit, charger tout droit, sans bouger la tête. Or, c'est pas du tout ce qu'il fait. Lorsqu'il arrive près de l'obstacle, il freine, il encorne dans tous les sens, et donc il est très dangereux. Et donc Manolete décide de le faire châtier très profondément au pic, d'une manière très très importante. Et là aussi, alors du côté du taureau, c'est une énorme souffrance. Du côté du taureau, c'est obligatoire pour éviter, à force d'être épuisé, qu'il manie sa tête dans tous les sens. Et du côté du public, c'est un autre, c'est une autre faute de la corrida. Le picador ne devrait pas piquer comme ça. Et donc le public hue le picador, la présidence donne une amende, l'équipe proteste, mais on voit bien que ce sont des protestations factices de l'équipe. En fait, l'important pour elle, c'est de fatiguer le taureau, l'épuiser pour qu'il ne devienne beaucoup moins dangereux. Et ensuite, avec les banderilles, eh bien, on voit Manolete se rend compte que le taureau est encore dangereux, puisque les banderilleros sont obligés de s'approcher très près pour le faire démarrer. Et comme il se met encore à encorner dans tous les sens, ils ne peuvent pas piquer le taureau avec les banderilles tel qu'il le faudrait. Ils le font un peu pas à la sauvette, mais à la va-vite pour essayer justement de ne pas y rester. Donc ça influe, la personnalité du taureau influe totalement la corrida. Hein, et donc Manolete ensuite va faire ses passes justement pour épuiser encore l'animal, et au départ il fait des passes très longues, enfin le plus éloigné possible, il maintient le taureau le plus éloigné possible de lui, puis ensuite des passes par terre, où il fait traîner la cape en rond autour de lui, en obligeant le taureau à baisser la tête, ce qui le fatigue beaucoup évidemment. Et c'est lorsqu'il voit que le taureau ne se met plus à encorner dans tous les sens qu'il va faire des passes beaucoup plus près, mais il n'en fait que 4 en restant prudent. Et les 2 derniers moments, c'est un moment, donc le taureau est totalement épuisé, il ne bouge plus, et Manolete s'approche de lui, le touche ses cornes, une corne, la base de sa corne,
Et on a une photo de cela. Alors il est en travers par rapport au taureau, de manière à être le moins visible possible. Il regarde le public. Et là aussi, on voit bien les trois corridas juxtaposées, c'est-à-dire que le taureau, lui, sent la main. Et la photo montre bien qu'en fait, il n'a pas de réaction. Ce qu'il bouge, c'est uniquement les oreilles et la queue, à la fois par peur et par... il n'est plus capable de faire que ça. Manolette regarde le public en signe un peu de défi, en disant « Voyez comme je suis téméraire ». Mais en fait, le but de toucher la corne, c'est de voir justement si le taureau réagit. Et là, le taureau ne réagit pas. Il bouge les oreilles, il bouge la queue, mais il ne bouge pas la tête. Et du côté du public, c'est l'ovation, l'image du torero qui est justement téméraire, qui est prêt à risquer sa vie pour aller toucher le taureau. Et on voit bien, après le moment suivant, au moment de l'estocade, Manolette, qui croit que le taureau ne bougera pas, enfonce profondément, très lentement l'épée, et donc ça crée une énorme souffrance pour l'animal. Et donc l'animal, malgré son épuisement, réagit, lève la tête, enfin il relève, c'est presque un réflexe de douleur, et Manolette, trop confiant, a laissé devant lui sa cape, au lieu de la mettre sur un côté en cas de réaction de l'animal. Et évidemment, l'animal réagit dans la cape et il l'enlève, il soulève Manolette, il l'encorne comme cela, mais d'une manière presque involontaire. Et Manolette retombe dessus, donc il est encorné 2 fois, au soulevé et au retombé, et l'animal va mourir un peu plus loin. Et dès que Manolette meurt le lendemain, on voit très bien comment ce petit taureau fuyant, qui n'avait pas du tout eu envie de combattre, va devenir l'incarnation du taureau meurtrier. L'éleveur qui a fourni cet animal va tuer la mère pour la punir d'avoir engendré un monstre. On va faire de ce taureau un énorme taureau de 500 kilos, féroce, furieux, alors qu'il en faisait à peine 300. On va exhiber sa peau. Il y a même un restaurant qui exhibe à Madrid qui exhibe sa tête, mais sa tête en fait a très vite disparu à l'époque pour cacher le fait qu'on avait scié les cornes. Parce que c'est une pratique encore maintenant qui est connue de tout le monde, mais à l'époque qui est encore très secrète. Et donc là, on voit bien comment on a des visions très différentes entre l'animal d'un côté, qui est finalement un animal domestique qui ne demandait rien à personne, et puis de l'autre côté, un animal qu'on va vouloir transformer. Au début, on aurait voulu qu'il soit sauvage, féroce, et puis il joue pas le jeu, donc on l'accuse de trou-cœur. Et puis on va le retransformer en animal féroce après, parce qu'il a quand même tué Manolette. Mais comme ça ne correspond pas à la réalité de l'animal, on le transforme. On en fait un énorme taureau furieux. On trouve sur Internet des récits qui racontent qu'il aurait, une fois Manolette à terre, il aurait essayé de l'encorner plusieurs fois. En fait, c'est faux. On le voit bien sur les photographies. Mais il faut rendre en sauvager Isléro pour finalement faire comprendre la mort de Manolette, que l'un des plus grands toreros du siècle meurt devant un petit taureau de 300 kilos qui n'avait pas envie de se battre. Évidemment, c'est pas une belle histoire à raconter. Alors que le faire mourir de la part d'un énorme taureau furieux, sauvage, ça devient beaucoup plus crédible pour l'histoire de la corrida. Oui, cette distinction domestique-sauvage pour les animaux, si on essaye de prendre le point de vue des animaux, elle ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, si on pense au niveau des individus, il faut aussi se mettre à penser de plus en plus au niveau des individus du côté des animaux, la distinction, évidemment, ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est une distinction plaquée, c'est une représentation plaquée sur l'animal. Et on voit bien que lui peut agir de manière totalement différente. Si on prend le singe consul qui, dans les années 1890, est au zoo de Manchester, arrive au zoo de Manchester, on l'a amené pour en faire un singe savant,
Et donc il est habillé à l'anglaise, il se met à manger, il prend le thé, il mange à table, etc. Et puis on vient le voir pour ça, c'est ça qui intéresse le public. Et puis on lui permet de sortir de sa cage, d'aller se promener dans les allées du jardin zoologique. Il va même jusqu'au restaurant, jusqu'à l'hôtel. Il mange au restaurant régulièrement, il va au pub et il boit sa limonade et il fume la pipe au thé à côté des clients, etc. On voit bien que pour lui, être un animal sauvage ne veut rien dire. Au contraire, on voit bien qu'il joue le jeu. Évidemment, on veut l'humaniser. C'est la grande époque où on veut humaniser les animaux sauvages, sinon ils doivent être exterminés. Mais lui-même joue le jeu. Et il joue le jeu parce que ça lui permet de sortir de sa condition de singe en cage, de conditions très difficiles à l'époque, avec de fortes mortalités, etc., et puis des petites cages. Et donc, il n'a pas du tout envie de rester dans cette condition de singe sauvage encagé, prisonnier, capturé. Et au contraire, il veut passer du côté de l'humanité, parce que ça lui permet de gagner en conditions de vie. Et on a la même chose si on prend les orang-outans dont on parlait, les orang-outans dans quelques jardins zoologiques américains de nos jours, hein, qui finalement ont plus envie le soir de s'amuser sur l'iPad, c'est ça qui les intéresse bien plus, que jouer aux singes sauvages dans leur enclos la journée pour faire plaisir aux touristes. Et évidemment, alors, de nos jours, on est dans une position totalement inverse à celle du XIXe siècle. Hein. Au XIXe siècle, la nature sauvage n'a pas de place, soit elle est domestiquée, soit elle est détruite. De nos jours, au contraire, il faut respecter la nature sauvage. Hein. On ne doit plus intervenir. Et donc, on le voit bien dans les jardins zoologiques, on en vient à être obligé de construire une sauvagerie qui ne va pas correspondre à la vie quotidienne de l'animal lui-même. Hein, l'animal lui-même va vouloir, par exemple, peut-être attendre toute la journée de pouvoir jouer à l'iPad le soir. Donc on voit bien que de son côté, ces catégories de sauvages domestiques ne veulent pas dire grand-chose. Et alors nous, évidemment, on a revisité totalement la vision de l'animal sauvage, hein, puisque autant au XIXe siècle, l'animal sauvage est un animal à déconstruire pour pouvoir l'acclimater, le domestiquer ou au moins l'apprivoiser. De nos jours, au contraire, l'animal sauvage, c'est une catégorie à préserver. On l'a presque sacralisée. Hein, et on l'a sacralisée parce qu'elle est cette catégorie d'animal sauvage est menacée, puisqu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. Et là, c'est un effet évidemment de la déconstruction. La déconstruction fait que soit on déconstruit le discours, on comprend qu'il y a un aspect historique, soit on sacralise totalement la pratique que l'on veut maintenir. Si on déconstruit le discours, on va arriver à abandonner la pratique en question. Mais si on veut maintenir la pratique, il faut sacraliser. C'est ce que font les aficionados avec la corrida. Ils ont tout un discours pour sacraliser la corrida en jurant qu'elle est là depuis l'Antiquité, que c'est un rite religieux, etc., etc., alors que ce sont des visions totalement récentes. Hein, les hommes du XIXe siècle n'auraient absolument pas pensé à cela. Ben, on fait aussi la même chose pour l'animal en jardin zoologique. On va vouloir à tout prix le représenter dans entre guillemets, dans son état sauvage le plus absolu, et il faudrait le moins intervenir. Alors qu'on sait maintenant qu'il n'y a pas de catégorie sauvage, dans le sens où il n'y a pas d'animal naturel. Les animaux sont des animaux qui se construisent eux-mêmes. Les espèces se construisent. Les animaux les animaux sauvages ne sont pas plus sauvages et ne sont pas plus naturels que les hommes sauvages que l'on pensait ainsi au XIXe siècle. Et ça, évidemment, on le sait d'autant plus maintenant. On sait qu'il y a des inventions dans le monde animal dit sauvage, vivant dans la nature.
il y a tel groupe de chimpanzés qui va inventer une technique, tel groupe de macaques japonais qui va adopter la technique du salage dans l'eau de mer de la patate douce, et d'autres qui ne le font pas. Donc on voit se créer des techniques différentes d'un groupe à l'autre, et donc des cultures différentes d'un groupe à l'autre, ce qui veut dire qu'on voit là se développer la notion d'ethnologie, de différence dans le temps, dans l'espace des groupes de la même espèce, hein, de diversité des groupes dans la même espèce, c'est la notion même d'ethnologie, et le fait qu'il y ait une invention à un moment donné fait aussi qu'il y a histoire dans ce groupe. Les macaques japonais, avant l'invention du salage de la patate douce, et les macaques japonais après, là il y a une rupture historique importante, et donc il y a une histoire aussi du point de vue animal. Hein, les animaux ont proprement leur histoire, même si cette histoire peut être plus ou moins fortement déterminée par l'homme, il n'empêche qu'ils ont quand même une histoire qui se crée. Donc on ne peut absolument plus parler d'animal sauvage ou d'animal naturel. Ce dont on peut parler, évidemment, c'est d'animal plus ou moins influencé par l'homme. Mais même un animal influencé par l'homme va évidemment avoir des réactions, va avoir des stratégies qui vont créer sa propre histoire à lui. Hein, et on sait maintenant que parmi les chimpanzés, d'un groupe à l'autre, les attitudes, les comportements ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes, et même les réactions par rapport aux hommes ne sont pas les mêmes. Et on le sait aussi, on est en train de le découvrir, d'un individu à l'autre. Hein, ce qui évidemment rend la catégorie sauvage, qu'on voyait un peu comme une catégorie d'animal instinctif, vivant dans la nature depuis les origines du monde, vivant de la même manière, cette vision-là est totalement mise à mal. Hein, par cette déconstruction. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut déconstruire, ne plus rien avoir. Il faut reconstruire une autre vision du monde animal. C'est une vision dynamique. C'est un monde animal qui a une histoire, qui évolue avec le temps et qui a une richesse aussi dans l'espace. Ce qui nous donne une vision beaucoup plus complexe du monde animal que ce qu'on avait auparavant, où l'on plaquait des catégories domestiques et sauvages. Et c'est tout l'intérêt du point de vue animal, de pouvoir réfléchir à la fois sur les animaux et à la fois sur l'homme. Je pense fortement que le point de vue animal est intéressant lui-même, mais c'est aussi un détour obligé pour mieux comprendre l'homme. Et dans le cas de la guerre, la question que vous soulevez sur la sauvagerie de la guerre du côté de l'humanité, on le voit bien quand on prend la guerre du côté des animaux, on voit bien apparaître tout le versant humain d'une manière beaucoup plus, mise en relief, mise en recul, puisque justement on passe sur un autre côté. Hein, donc on prend de la distance par rapport au point de vue humain, et la sauvagerie, elle est évidente. Hein, la sauvagerie de la guerre du côté de l'animal, parce qu'on n'a pas les mêmes précautions évidemment pour les animaux que pour les hommes. Et les hommes de l'époque s'en rendent compte aussi. Hein, eux-mêmes se rendent compte à quel point le traitement de l'animal est un exemple de la sauvagerie humaine. Il y a cette page remarquable dans « À l'Ouest, rien de nouveau » d'Éric Maria Remarque, où à un certain moment, le héros et son équipe n'arrivent plus à supporter les cris d'agonie et de souffrance des chevaux. Hein, et ils disent qu'ils en sont à se boucher les oreilles, à crier aux infirmiers qui sont en train de chercher des blessés, d'achever les chevaux. Il y en a même un qui est prêt à passer le parapet pour aller tuer le cheval voisin pour ne plus entendre ça. Et on voit bien, tel que c'est écrit, à quel point ce point de vue animal rejaillit sur les hommes et à quel point ça soulève en eux l'absurdité de la guerre. La cruauté de la guerre, finalement, où on est allé jusqu'à faire souffrir des êtres qui n'ont absolument rien
demandé. Hein. Et à la fin de la scène, l'équipe discute entre elles, et il y a un des intervenants qui le dit, mais la dernière chose acceptable dans une guerre, c'est la souffrance des animaux. Et là, on voit bien que tout est lié, que point de vue animal et point de vue humain se lient totalement. Et évidemment, ça permet d'en apprendre plus à la fois sur les animaux et à la fois sur les hommes. L'avenir du sauvage me paraît assez problématique. Je ne suis pas d'un naturel très optimiste. Je pense qu'à la fois le sauvage est très menacé, les animaux sauvages est très menacé. On voit bien qu'il y a une déperdition et qui va s'accélérant, en grande partie en raison de l'explosion démographique humaine, qui fait qu'on ne va pas arriver à maintenir ou à sauver une bonne partie de nos milieux, et des milieux dits naturels permettant aux animaux dits sauvages de s'y maintenir. Donc ça, c'est le côté pessimiste. Le côté optimiste, c'est que manifestement, je pense quand même que l'on va vers une meilleure compréhension de ces animaux sauvages, des relations plus affinées, au moins de notre côté. Maintenant, vis-à-vis de quels animaux sauvages on pourra faire cela, c'est toute la question. Je me demande si on n'est pas en train d'inventer petit à petit, on le voit bien avec les animaux de zoo, si on n'est pas en train d'inventer une nouvelle catégorie qui vient s'interposer entre animaux domestiques et animaux sauvages. C'est ces animaux au départ sauvages, que l'on va avoir par exemple dans des réserves ou avoir dans des jardins zoologiques, que l'on va faire se reproduire entre eux, parce qu'on ne veut plus et on ne peut plus aller puiser dans le vivier sauvage pour la transformer, la régénérer, avec tout le problème évidemment de ce qu'on appelle maintenant la dérive génétique, ce qui fait que ces animaux que l'on maintient en réserve ou en jardin zoologique, souvent pour des raisons de conservation, et peut-être sans doute qu'effectivement c'est comme cela qu'on va sauver peut-être les chimpanzés, alors qu'il n'y en aura plus en liberté. Mais ces animaux, sous le phénomène de la dérive génétique, ne seront plus des animaux tels qu'étaient leurs ancêtres en liberté. Et donc on voit apparaître une troisième catégorie d'animaux ni sauvages tels qu'on l'entendait, ni domestiqués, mais entre les deux, contrôlés par l'homme, mais maintenus dans un état entre guillemets, de naturel, de sauvagerie, mais en réalité qui seront différents de leurs ancêtres en liberté. J'ai l'impression que pour beaucoup d'espèces, ça sera peut-être la seule voie de salut, malheureusement, mais peut-être faudra-t-il cela pour au moins sauver ces espèces-là.